Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Je m'appelle Céline Guerrero et quand j'ai créé ce podcast, je pensais m'adresser principalement aux professeurs des écoles. Je me disais qu'il y aurait d'autres professionnels et des parents qui en profiteraient aussi, mais je visais les profs des écoles. Parce que je me disais, un prof des écoles qui s'occupe de 30 enfants dans une classe, il y aurait plus d'enfants qui en profiteraient qu'avec un parent qui a seulement un enfant, 2 ou 3. Mais en fait, j'ai pris conscience que l'un n'empêche pas l'autre. Être parent et vouloir accompagner son enfant sans tout déléguer à l'école et participer au développement de son plein potentiel, c'est possible. Et il y a des parents qui font le choix de faire l'école à la maison, qui prennent en charge l'éducation à 100%, et il y a aussi ceux qui scolarisent leurs enfants. D'ailleurs, c'est la majorité. Et en plus, la plupart des parents ne savent pas que c'est l'instruction qui est obligatoire, pas l'école. Mais pour tous ces parents qui confient leurs enfants à l'école, c'est possible, en fait, on peut confier son enfant à l'école et être un parent actif, engagé, chercher à comprendre comment les enfants apprennent, de quoi ils ont besoin. Et ça, j'en ai pris conscience en observant mes filles jouer au Uno. Et c'est vraiment là où j'ai eu le déclic. Parce que mes connaissances d'enseignante m'ont permis, en fait, de comprendre l'enjeu de la situation. Et un parent, en fait, qui n'a pas ces connaissances n'aurait pas pu réagir de la bonne manière. Et donc c'est vraiment là où j'ai pris conscience que tous les parents devraient avoir ces connaissances. Donc il y a vraiment des connaissances indispensables, comme les neurosciences affectives et sociales, comment un enfant apprend, comment réagir face à une tempête émotionnelle, il y a plein de choses. Donc j'ai envie de m'adresser aussi aux parents. Donc l'intro était un petit peu plus longue que d'habitude, mais je vous présente mon invitée du jour, Frédérique Drapier. Donc Frédérique, elle est professeure de français au collège du Claude Pouilly à Dijon, et elle est à l'initiative du projet Classe Innovante. Elle est aussi formatrice à l'ESP, elle a passé le CAFA et elle gère sa classe au collège, elle est professeure principale aussi, et sans oublier sa vie de famille. Je ne sais pas comment elle a fait pour mener tout ça de front. Enfin, si, je crois savoir, parce que quand on est passionné, on se donne les moyens, on n'a pas de journée de pause, mais on y arrive. Allez, j'ai beaucoup parlé, je laisse place à ma conversation avec Frédérique. Bonjour Frédérique. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors j'ai entendu parler de vous et de votre projet par ma cousine en fait, qui a une jeune fille au collège sur Dijon. Et quand ma cousine m'a parlé de ce projet, ça a vraiment attiré mon attention et j'ai eu envie d'en savoir plus. Très bien, je suis ravie que ce projet donne envie à des gens de le connaître. Bon, faut dire que comme je suis dans l'éducation, et moi c'est vrai que je m'occupe que des enfants de 3 à 11 ans, et là comme c'était un projet au collège pour les plus grands, ça a attiré mon attention. Est-ce que vous pouvez du coup nous décrire ce projet, en quoi il consiste, comment il est né? Voilà, alors c'est un projet qui a un joli nom, qui s'appelle Valorisons, et dans lequel on peut reconnaître, donc c'est un mot valise, dans lequel on peut reconnaître l'idée de valoriser. C'est l'idée de partir à la chasse de chaque compétence qu'un enfant peut mettre en avant et qu'on ne met pas forcément en relief dans le cadre d'une scolarité classique. Et puis l'idée d'horizon aussi, c'était aussi d'autoriser des enfants qui sont encore jeunes à, malgré parfois des difficultés scolaires ou d'autres ordres, à s'autoriser à avoir des ambitions et à cesser de se dire ça n'est pas pour moi, mais plutôt se dire peut-être que si je modifie certaines choses, je vais y arriver. Voilà, donc ça c'est l'idée générale. Donc l'idée c'était aussi de permettre à des enfants, quel que soit le niveau scolaire, de renouer avec une scolarité apaisée. C'est-à-dire de ne pas venir en classe avec la peur au ventre, même si le collège où j'exerce est un collège tout à fait agréable, etc. Mais après, il y a différents vécus antérieurs de scolarité ou événements personnels qui peuvent perturber la relation des enfants à la scolarité. Donc, en fait, l'idée, elle est à mon initiative parce que j'avais un certain nombre d'insatisfactions dans le fonctionnement classique. Et surtout, j'enrageais terriblement de ne pas réussir à faire évoluer certains élèves. Alors, ça n'est pas une classe miracle, c'était pas une classe qui transforme des élèves en grande difficulté en premier de la classe, etc. Mais on avance aussi sur des choses qui ne sont pas que scolaires. Et franchement, je me sens beaucoup plus apaisée depuis que j'ai cette classe. Et
donc l'idée, c'est vraiment de les apaiser eux et de faire en sorte que le savoir devienne quelque chose d'intéressant en soi, non plus pour avoir des notes, d'où donc déjà d'une part l'abandon des notes chiffrées. L'idée, c'est de comprendre ce qu'on sait faire, ce qu'on sait moins bien faire, et puis de comprendre pour ce qu'on sait moins bien faire, comment on pourrait s'y prendre autrement pour y arriver mieux. Donc, pas de notes chiffrées, de la méditation, parce que... alors là encore, l'objectif n'est pas de faire des gens zen et heureux tout le temps et comment dire, faussement obligés d'être heureux, mais c'est plutôt d'apprendre aux enfants que la vie, ça n'est pas un état constant, on n'est pas dans la joie permanente, on n'est pas dans la réussite permanente, on n'est pas dans le bien-être permanent, mais que c'est normal et que tous les humains partagent ces différentes phases émotionnelles. Et plutôt de les aider à accepter ces différents états émotionnels pour que quand c'est bien, ils en aient conscience et qu'ils puissent se dire là au moins j'ai vécu quelque chose de sympathique et j'aimerais bien que ça continue et peut-être que si je fais ça ou ça va continuer. Ou alors quand c'est moins agréable, eh bien peut-être se dire voilà, c'est normal, mais je sais que ça n'est pas toujours comme ça dans ma vie et donc essayer d'éviter autant que faire se peut tout ce qui les déborde, surtout avec des adolescents. Un adolescent, il y a quand même des modifications hormonales qui font que parfois, c'est une période de la vie où on est quand même moins maître de ses réactions, etc. Et c'est vrai que là-dessus, on a quand même de vraies évolutions entre un début d'année et une fin d'année. C'est assez spectaculaire, ça, ce qu'on voit chez nos élèves. Nous avons encore d'autres volets dans ce projet. Nous avons notamment l'idée de faire du lien. En fait, souvent, les enfants qui sont en difficulté avec le scolaire, je dis pas forcément qu'ils sont en difficulté scolaire, mais qui sont en difficulté avec l'idée de scolarité. Avec le scolaire. Là, voilà, la différence, voilà, elle est exactement, parce qu'on différence. a d'excellents élèves. Cette année, on a quand même une maman qui nous a dit qu'on avait sauvé son fils, qui est un excellent élève, qui a des félicitations, enfin voilà, qui n'a aucun problème scolaire, mais qui n'avait plus du tout envie de venir à l'école. Et là, il revient à l'école avec joie, il a envie de continuer en classe innovante, enfin voilà. Donc, il se passe quand même des choses indépendamment du niveau scolaire. Et c'est vrai que on s'est dit aussi que souvent ces enfants qui étaient en difficulté avec le scolaire, c'est parce qu'ils n'y voyaient pas d'intérêt, ils ne faisaient pas de lien entre les différentes choses qu'on y apprend. Donc ils venaient, ils allaient en français, allez en français, on va faire de la conjugaison. On est en histoire, on va apprendre des dates. Enfin, je caricature un petit peu évidemment parce que heureusement, tous les collègues qui ne font pas de la classe innovante ne sont pas aussi caricaturaux dans leur fonctionnement. Mais souvent, voilà, on en arrive à des extrémités comme ça. Et l'idée, c'était de faire du lien entre les disciplines. Donc, outre le fait qu'on a mis en place un cahier de réactivation, que chaque discipline se transmette d'une à l'autre, et un professeur d'histoire peut poser une question de maths, etc. On a aussi des projets interdisciplinaires. Alors, toutes les disciplines n'y participent pas forcément. C'est aussi un projet dans lequel on essaie que les adultes se sentent le moins contraints possible. Donc, si on veut appliquer des choses aux enfants, la moindre des choses me paraît être que les adultes ne soient pas contraints et malheureux aussi dans ce qu'ils font. Donc, les collègues dont le programme rejoint le projet ou qui ont envie particulièrement de s'y investir, etc., donc participent à des projets. Alors, je ne vais pas tous vous les détailler depuis le début de la classe innovante, mais par exemple, cette année, on avait un projet sur le XVIIe siècle. Donc ils l'ont étudié en histoire, évidemment. Ils ont étudié quelques musiques baroques et classiques en éducation musicale. En français, nous avons travaillé sur les jardins à la française et les jardins à l'anglaise. Nous sommes... j'oublie des disciplines. En mathématiques, par exemple, ils ont travaillé sur la symétrie avec des dessins de jardins à la française, des jardins de Villandry, enfin voilà. Et puis on essaie qu'il y ait une réalisation toujours avec ces projets. Donc que non seulement ça fasse du lien entre les disciplines, mais qu'il y ait une motivation supplémentaire avec une vraie réalisation. Donc par exemple, on est allé voir un opéra à l'auditorium de Dijon, qui était le premier opéra vu par Louis XIV. On est allé visiter 2 lieux à Paris, parce qu'on avait été invité par le ministre de l'Éducation nationale, ça c'est autre chose, mais on a profité de ce déplacement pour visiter donc le musée Jacques Marandré, spécifiquement des œuvres du XVIIe siècle, et puis le domaine de Sceaux, qui était le domaine de Colbert, l'intendant de Louis XIV.
Donc on a vraiment travaillé. Là, on est en train d'inventer, on est en train de déterminer des histoires qui se déroulent au XVIIe siècle en français. On est en train de créer un décor avec les personnages qu'on a inventés, parce qu'on a apporté des photos de chacun d'entre nous, élèves et moi, notamment dans ce projet, des histoires se créent. On va mettre tout ça dans un décor, enfin voilà. Donc vous faites du lien vraiment entre chaque matière pour redonner du sens aux apprentissages, en fait. Voilà, exactement. Voilà. Et puis on essaie qu'il y ait un grand projet, un petit peu au-delà de tout le reste. Donc par exemple, l'année dernière, c'était un grand quiz. On a fait un quiz géant. Et puis cette année, on a fait une réalisation encore plus concrète. On a fabriqué un trivial poursuite. Donc ils ont fabriqué des choses en technologie. On a pris des questions, on a inventé des questions dans toutes les disciplines. Et là, ils sont en train de le finaliser. Je pense qu'ils vont pouvoir y jouer pour la première fois ce vendredi. Et c'est intéressant parce qu'en plus, ça permet de voir ce qu'ils ont retenu de leur année scolaire. Et je vous avoue, je suis très agréablement surprise. Oui. Donc vous avez l'impression qu'ils retiennent beaucoup plus que les années précédentes avant. Voilà. Alors, je pense que j'oublierai forcément quelque chose, parce que c'est un projet tellement riche. En fait, si vous voulez, il est innovant, non pas dans chacune des actions, parce que si vous prenez chacune des actions séparément, aucune d'entre elles n'est innovante. Parce que c'est des choses qui se sont déjà faites dans beaucoup d'établissements. Ce qui est innovant chez nous, c'est qu'on rassemble un certain nombre d'actions, et puis notre idée, c'est vraiment la globalité de l'élève. Donc, effectivement, nous essayons de différencier à chaque fois que c'est possible, et que c'est pertinent. Parce que ça n'est pas toujours pertinent non plus, c'est bien aussi qu'ils se sentent appartenir à un groupe. On mène des actions auprès des parents aussi pour travailler des préoccupations communes qu'on peut avoir avec les familles. Que vous dire, parce qu'on a mis tellement de choses en œuvre autour de ce projet. Que le projet il s'étoffe au fur et à mesure des années aussi. Voilà, alors déjà, comme je vous dis, c'est venu à la fois d'une envie et d'une réflexion qui m'était personnelle, que j'ai partagée avec quelques gens que je pensais réceptifs et qui effectivement ont adhéré assez vite à cette idée. Des collègues, vous voulez dire ? Voilà, exactement. Et puis petit à petit, il y a eu adhésion immédiate de notre direction, donc ça c'est quand même une grande aide aussi, voilà. Et puis donc on a réussi à constituer d'abord une équipe, c'est pour ça qu'on a mis en place en 5e la première et la 2e année. Et puis là, la rentrée prochaine, nous ouvrons en 4e, ce qui veut dire que nous avons réussi à constituer une 2e équipe. Donc le nombre de personnes intéressées s'étoffe également. Donc il y a des avancées auprès des enfants, mais aussi auprès des collègues. Oui, il y a de plus en plus de collègues qui rejoignent ce projet. Voilà. Parce que si j'ai bien compris, s'ils n'ont pas envie d'y participer, ils ne sont pas obligés, ils peuvent rester dans leur coin. Alors, il y a quelques contraintes quand même, parce que pour certaines disciplines, il y a par exemple un collègue ou deux seulement dans l'établissement, et puis il peut arriver que... Donc dans ce cas-là, ce qu'on demande aux collègues, c'est uniquement de ne pas noter par note chiffrée. Voilà. Après, ils ne sont pas obligés de participer aux autres actions. Mais en général, même les quelques personnes qui sont rentrées pour des contraintes, et d'abord elles sont extrêmement minoritaires, il y en a une ou deux par année maximum, et puis finalement elles se mettent à faire des choses et souvent on a de très très belles surprises aussi. Oui, donc les adultes qui ne seraient pas convaincus voient que ça fonctionne et ont envie de s'intégrer et de participer au projet. Et puis ils ont envie d'essayer des choses. Parce que c'est aussi un facteur de rupture de la monotonie et qui évite de refaire tous les ans la même chose, de la même façon, dans le même ordre, parce qu'à chaque fois il y a une réadaptation nécessaire au groupe de la classe et c'est vrai que c'est un chantier permanent, mais c'est ce qui le rend passionnant aussi. Bah oui. Voilà. Et donc les collègues, pour répondre plus précisément à votre question, donc une fois que j'ai mis cette idée, on a rédigé un projet à plusieurs avec des collègues qui s'étaient montrés tout de suite intéressés. Et puis, comme vous le disiez, chaque année, on modifie des choses. Par exemple, la première année, on avait dit pas de devoir écrit du tout. Oui. Sauf que nos élèves qui étaient venus avaient compris pas de travail du tout à la maison. Donc, il a fallu rectifier, voilà, parce que c'est à la fois une classe de la bienveillance, mais c'est aussi une classe de l'exigence. Oui, bienveillance n'est pas égale à laxisme. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a eu des petites confusions dans la compréhension de certains élèves, certains parents, certains collègues. Voilà. Et c'est normal, il faut du temps pour tout ça. Ça peut être un peu angoissant, des pratiques nouvelles.
Et vraiment, non, justement, on travaille aussi beaucoup avec les neurosciences. On travaille sur... voilà, c'était ça le volet dont je voulais absolument vous parler, que j'avais oublié tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on travaille aussi beaucoup en se basant sur les neurosciences, enfin sur une neurosciences cognitives, parce que neurosciences c'est comme un domaine bien spécifique et très scientifique, mais les neurosciences cognitives, donc tout ce que ça peut apporter à l'enseignement. Et effectivement, on aide les élèves à comprendre comment ils apprennent. Et donc par rapport à d'autres classes, c'est aussi une classe qui a acquis des méthodes de travail et de mémorisation supérieures à celles des élèves d'autres classes. Oui, donc en fait, vous leur permettez d'apprendre à apprendre. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une dimension qu'on travaille énormément, puisqu'on le travaille en classe déjà. Et puis, c'est une classe qui a 2 heures d'études obligatoires inscrites à l'emploi du temps. Ces 2 heures d'études sont animées par un enseignant de la classe. Et vraiment, c'est aussi un moment où on travaille beaucoup ça, comment on mémorise, comment on peut catégoriser, comment on peut rassembler des choses pour les mémoriser, pour mieux les comprendre, voilà. Donc c'est vraiment une dimension qu'on travaille aussi énormément dans cette classe. Ah oui, ça c'est vraiment important. Et est-ce que les 6e peuvent en profiter? Alors pour l'instant non, parce que la logique, on a procédé par logique de cycle en fait. Ah oui, la 6e, c'est la fin du cycle 3. D'accord. Et on s'est dit, bon d'abord, nous, ça nous permet de bien connaître les élèves en 6e jusque-là, puisque ça permettait pour les premières sessions de proposer éventuellement à des élèves qui n'y auraient pas pensé d'y aller, parce qu'on n'était pas sûr au départ qu'il y ait des familles qui adhèrent et qui veuillent y aller. Mais bon, là, du coup, on se heurte un peu à notre succès parce que, voilà, on ne peut pas accepter tout le monde parce qu'on a un nombre limité. Et il y a des parents qui ne comprennent pas aussi parfois pourquoi leur enfant n'est pas accepté. Donc, c'est aussi un gros travail de communication, mais important parce que je comprends quand on imagine son enfant qui n'avait pas trouvé sa place dans le système traditionnel pourrait essayer autre chose, il y a une grosse déception pour les familles. Donc voilà. Mais donc, on avait commencé par 5e, donc là, l'année prochaine, on élargit à 4e. Dès qu'il sera possible de former une 3e équipe, on ouvrira la 3e. Et puis, dès qu'il sera encore possible, dès la 6e. D'accord, mais là, vous avez fait le cycle 4, c'est ça? Voilà, exactement. 5e, 4e, on a commencé 3e. par le cycle 4. Pour l'instant, il y a juste 5 et 4. 5 et 4, voilà. Après 3e, et ensuite vous attaquerez la fin du cycle 3 avec les 6e. Voilà, mais en fait, on ne s'engagera dans un 3e niveau que lorsqu'on aura suffisamment de monde pour que les enfants, c'est important aussi pour leur maturation, je dirais, qui n'ait pas pendant 4 ans les mêmes professeurs. Parce que souvent, il y a aussi des biais, hein, évidemment, on n'est pas dans on n'est pas que dans de la rationalité pure. Donc souvent, les enfants qui veulent aller en 5e innovante, c'est aussi des enfants qui nous ont eu en 6e, qui disent « Ah, j'aimerais bien retrouver monsieur ou madame, voilà ». En 5e et qui demandent aussi pour des raisons affectives. Donc c'est bien aussi que ces enfants n'aient pas pendant 4 ans les mêmes professeurs et soient confrontés à différentes façons de procéder, etc. Quel est l'intérêt pour vous d'avoir des professeurs différents au cours du collège? Eh bien c'est ça, c'est de développer des compétences d'adaptation et puis aussi, je pense qu'aucun enseignant n'est parfait à lui tout seul. Et que chacun d'entre nous a développé des compétences particulières qui nous rendent extrêmement performants sur certains plans. Et puis il y a toujours des choses qu'on fait moins bien et c'est intéressant de dire chez monsieur un tel j'ai appris je ne sais pas comment mémoriser et puis chez madame une telle j'ai vu j'ai compris comment on pouvait organiser une fiche de révision. Enfin je vous dis vraiment des choses qui me passent par l'esprit sans réflexion préalable, mais voilà, je pense que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a tout ce qu'on maîtrise dans la pédagogie. Et puis il y a tout ce qui se fait malgré nous. Donc c'est important qu'ils rencontrent des personnalités différentes qui vont leur apporter des choses différentes. Voilà. Et là, ce projet a commencé depuis quand? Donc la première classe s'est ouverte en 2000... alors nous sommes en 2018-2019, donc c'est ouverte en 2017-2018. D'accord. Voilà. Donc l'année scolaire dernière. Voilà, exactement. C'est ça. C'est ça. D'accord. Et quand tout à l'heure vous parliez des projets, oui. Avec un projet un peu interdisciplinaire où toutes les matières sont reliées, est-ce que le démarrage du projet, c'est l'adulte, est-ce que ce sont les adultes qui démarrent et quelle est la part laissée à l'enfant en fait? Alors pour l'instant oui, ce sont les adultes qui démarrent, pas parce qu'on n'a pas encore assez de recul pour que les enfants arrivent avec des projets déjà
conçu. Mais pourquoi pas imaginer laisser une place aux enfants. Et puis c'est vrai que les projets, ils évoluent quand même aussi beaucoup avec ce que les enfants font. Oui, ils naissent dans la tête des adultes, mais après vous vous adaptez à ce que les enfants proposent. Voilà. Le Trivial Poursuite, par exemple, c'était votre idée à la base. C'est l'idée d'une de nos collègues de l'équipe, de la collègue d'anglais, pour la citer. Et finalement, on l'a aussi laissé évoluer, vivre avec ce que les élèves en ont fait. Un autre collègue, le collègue de technologie, a ajouté une proposition supplémentaire. Il nous en a fait une version numérique. Enfin voilà, et les projets s'enrichissent aussi au fur et à mesure de leur conception. Et puis on essaie aussi que les 3 projets ne soient pas forcément les mêmes tous les ans. D'accord. Il y a des projets qui restent identiques tous les ans. Par exemple, le projet qui est plutôt centré sur les sciences, mathématiques et un petit peu français, parce que moi j'essaie de me greffer dessus aussi à travers des textes littéraires en lien avec, donc c'est le thème de l'eau. Donc celui-là, c'est vraiment déjà très ancré dans le programme de nos collègues de sciences et il traverse déjà par lui-même plusieurs disciplines. Mais il y a d'autres projets qui sont différents tous les ans. Ouais. Et donc, si un jour ça arrivait que le projet, si les enfants n'accrochent pas au projet, comment vous réagiriez ? Écoutez, pour l'instant, ça ne s'est pas présenté, mais c'est tout à fait envisageable, effectivement. De toute façon, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, je crois qu'il y a 2 stratégies possibles. Je crois que j'essaierai les 2 dans l'ordre chronologique. D'abord, essayer peut-être de l'aborder sous un angle différent, ce projet. Et puis ensuite vraiment changer de projet. On en a toujours quand même 2-3 sous la main. Par exemple, l'année prochaine, on en avait plusieurs en possibilité. Je pense que c'est le projet Versailles qui va gagner pour l'instant dans les statistiques actuelles. Mais il y a un projet Renaissance sous la main, donc on a toujours des solutions. Et là, par exemple, entre Versailles et la Renaissance, ça va être les adultes quand même qui vont dire on se lance dans celui-là à la base. Voilà, parce qu'on voit aussi par rapport à certains programmes, à certaines possibilités. Puis parfois, ça peut être lié à une exposition qui ne va être ouverte qu'une année, par exemple, des choses comme ça. Pour l'instant, ils ont bien adhéré. La première année, c'était sur le Moyen-Âge et Guédelon. Donc, en général, ça les passionne vraiment. Et puis, cette année, le XVIIe siècle, ça leur a beaucoup plu parce que ça s'est tout de suite incarné dans quelque chose. Je pense que c'est important aussi, cette dimension concrète. Donc, on est allé voir ce spectacle assez tôt dans l'année scolaire. Ils ont été, mais pour des enfants qui ne sont pas du tout coutumiers de l'opéra, voilà, un opéra baroque quand même, comme découverte, c'est peut-être pas toujours. Mais ils ont été transportés vraiment, ils ont adhéré de manière incroyable à ce spectacle, alors que c'était pas une classe spécialement facile, pas une classe favorisée, voilà, avec des enfants qu'on amène régulièrement au musée, en salle de spectacle, etc. Et vraiment, il y a une adhésion très très forte à ce projet. Et puis c'est vrai que le fait qu'il y ait une sortie associée, qu'il y ait des réalisations, ça les motive bien. Et puis ça permet aussi justement de faire émerger, comme je vous le disais en tout début, des compétences d'enfants qui tout d'un coup peuvent ne pas être très brillants sur le plan scolaire, et puis tout d'un coup vont trouver une idée technique, Là, par exemple, ces élèves-là, c'était une classe assez difficile qui a nécessité de ma part, puisque j'étais aussi professeur principal, beaucoup de ce qu'on appelle la vie de classe en collège, c'est-à-dire tout ce qui est régulation, etc. Mais toutes les sorties qu'on a faites, ils ont été impeccables. Tout le monde nous a fait la remarque, qu'est-ce qu'ils sont agréables, qu'est-ce qu'ils sont disciplinés, alors qu'en classe, ça n'était pas forcément vrai, vous voyez. Donc, c'était bien aussi de les voir dans un autre contexte et de dire enfin, mais là, c'est chouette, on t'a vu faire ça. Et ils ont dû se sentir valorisés, le fait que des personnes à l'extérieur disent ça de... Voilà, puis que le ministre nous invite, parce qu'en fait, le ministre est venu dans l'établissement pour l'opération Devoir fait, donc ça qui est commune à tout l'établissement, et il est venu donc voir un devoir fait classique, c'est-à-dire des élèves qui s'inscrivent volontairement à l'aide au devoir, qui est animé par un professeur, un surveillant, voilà, ou un autre adulte de l'établissement. Et comme nous, c'est inclus dans le projet, il est aussi venu voir les devoirs faits, l'étude donc, de la classe innovante de Valorisons. Et justement, il a été tellement intéressé par ce que les enfants ont montré, ont dit, et c'est là qu'il nous a invités. Donc ça, c'était une valorisation immédiate pour eux.
Donc on a eu droit à un accueil très chaleureux au ministère, on nous a fait visiter, enfin vraiment ils se sont pris en photo devant le ministère, donc c'était vraiment... On a même pique-niqué devant le bureau du ministre, c'est vous dire une belle opportunité. La fierté des enfants, et voilà, donc des enfants qui pour certains n'étaient pas souvent valorisés dans le cadre scolaire, et qui tout d'un coup... Donc en fait, par une organisation différente pour les savoir-faire, vous travaillez aussi en même temps sur les savoir-être du coup. Parce que là, l'estime de soi, j'imagine elle reprend... Vraiment, vraiment. Et même si ça n'était pas une classe simple à gérer, si nous avions filmé cette classe, et là l'équipe est unanime là-dessus. Vous l'avez pas fait? Maintenant, on essaie de pas trop les stresser. Mais si nous l'avions filmé en début d'année, cette classe, et qu'on la refilme en fin d'année... Pour certains élèves, mais c'est spectaculaire l'évolution. Mais ça vaudrait peut-être le coup de le faire l'année prochaine, mais en gardant le film évidemment que pour voilà, pas pour le mettre sur internet, mais pour leur montrer en fait, pour que eux constatent la différence. C'est sûr. Mais là, on a tous les problèmes d'autorisation, tant qu'on n'a pas tous les retours d'autorisation de filmer, voilà, vous connaissez l'histoire. D'accord. Voilà. Et oui, donc au tout début, vous avez parlé du travail sur les émotions, donc méditation, émotion. Et donc en fait, concrètement, comment vous faites pour qu'ils prennent conscience, pour pouvoir mettre des mots sur leurs émotions, tout ça? Alors on passe par on a plusieurs méthodes en réalité. Alors la plus fréquente, c'est la météo intérieure. On a déterminé, on a une petite roue dans la classe avec différentes émotions. Et puis on fait des exercices de respiration, et puis chacun, alors l'animateur compris, fait une forte introspection, et puis attribue un qualificatif à sa météo, donc soleil, pluvieux, orageux, ça peut aller jusqu'à tempête quand vraiment on est très en colère et au bord de l'explosion. Voilà. Et après, après ce petit moment de respiration, ceux qui ont envie de partager peuvent partager. Ils ne sont pas obligés de dire la raison ou de leur bien-être ou de leur moins bien-être ou mal-être. Et puis le professeur peut aussi partager ce qu'il ressent. Ça m'est arrivé de leur dire voilà, c'est le soleil ce matin pour moi parce qu'hier on m'a dit plein de choses positives sur vous, ou voilà, des choses comme ça. Et puis donc ça c'est le premier biais, la météo intérieure. On a aussi une forme d'échelle avec des degrés, alors avec un petit bonhomme qui change de couleur, et puis un numéro, évidemment, qui va du petit bonhomme vert tout bien détendu, tout joyeux, au petit bonhomme très très... Alors, il est même plus rouge, il est rouge, gris, enfin voilà, et il est prêt à exploser, et ça permet de bien... Donc quand un enfant va dire « moi je suis à l'étape 10, je suis prêt à exploser », ça va permettre de lui laisser un petit temps pour respirer, ou de lui dire est-ce que tu veux sortir 2 minutes, ou alors il sort avec un ami, quelqu'un avec qui il se sent bien, et puis il va respirer, il va se détendre un petit peu, ou lui donner un petit exercice à faire, dire bon allez, tu comptes à rebours dans ta tête très lentement, et tu vas sentir la pression qui descend, et on a évité quand même pas mal d'explosions avec ça. Et du coup, donc tout ce travail sur les émotions, vous pouvez vous en servir. Enfin, ça peut arriver au milieu d'un cours, quand un enfant déborde. Mais vous avez aussi un temps spécifique. Voilà, alors, qui n'est pas commun à toutes les disciplines. Là encore, chacun gère. Il y a des collègues qui ne font pas du tout de temps de méditation parce que, et je peux le comprendre, c'est très difficile d'accepter peut-être soi-même parce qu'il faut faire avec eux si on. Oui. Donc. En fonction de ce qu'on sent dans la classe, bon, quand je les sens un peu agités, je garde les yeux ouverts, mais je regarde dans le vide, ou d'accepter même de fermer les yeux, par exemple, devant les enfants, voilà, je comprends. Il y a des collègues qui le pratiquent quand ils ont le temps, ou quand ils sont une tension particulière, et puis dans mon cours, c'est quasiment systématique. Oui, donc vous prenez un petit temps, quelques minutes. Je dirais entre 2 et 5 minutes selon les exercices. Et puis, même là, depuis mars, de temps en temps, ce sont les élèves eux-mêmes qui s'inscrivent et ils peuvent animer un petit moment de méditation. Ah oui, voilà. Je le faisais aussi dans ma classe de CE2 et c'est vrai que même moi, ça me faisait du bien. Ça fait du bien. Quand on est un peu énervé par la journée, ça permet même pour l'adulte de redescendre. Exactement. Et puis de ne pas devenir réactif à des choses auxquelles parfois les élèves ne peuvent absolument rien. Et puis ça fait un sas, quoi.
Donc c'est important. Donc c'est vraiment un beau projet là que vous menez avec vos collègues. Et puis ils s'en servent, donc ils l'ont dit au ministre, ils ont dit mais moi je me sers de tel exercice avant ma compétition de judo, moi je fais ça avant, voilà, ils s'en servent ils aussi. Ils arrivent à l'utiliser en dehors de l'école. Et ils montrent même à leurs parents comment on fait, enfin c'est assez... Ouais, c'est des belles petites graines que vous semez. Voilà, c'est ça diffuse, c'est bien. D'accord. Et du coup, dans cette approche, en fait, comment ce projet, on va dire, est né, en fait? Donc, vous êtes parti d'un constat, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais pourquoi vous avez choisi cette façon de travailler et pas une autre? Alors, c'est-à-dire que c'est vraiment, je me suis dit, c'est le moment, au moment de la réforme de 2016, donc initiée par Najat Vallaud-Belkacem, et puis je me suis dit qu'il y avait des choses intéressantes dans cette évolution, mais que sur certains points, ça n'allait peut-être pas assez loin. Et je me suis dit, il y a des pistes à creuser, et là, il faut vraiment aller plus loin. Et puis, voilà, et donc, comme je disais tout à l'heure, j'en ai parlé à des collègues, à mon chef d'établissement. On a passé un accord avec la CARDI du rectorat de Dijon, la cellule académique recherche-développement... Le I, mon Dieu, j'ai un doute sur le I. Innovation et expérimentation, voilà. Et qui nous a suivis aussi, qui a trouvé le projet intéressant immédiatement. Et voilà, et puis ça s'est enrichi de lecture, de MOOC, de partage aussi entre collègues. On a... Grâce à la CARDI, on a pu faire venir aussi un formateur qui nous a formés à la méditation, parce qu'au départ j'appelais ça relaxation, et en fait c'est vrai que ça n'était pas le projet, comme je vous le disais tout à l'heure, mon but n'est pas d'avoir des gens apathiques et relaxés, mais plutôt des gens qui apprennent petit à petit à s'accepter, à accepter les hauts et les bas de la vie. Conscients de leurs émotions, de ce qu'ils vivent. C'est ça. Ouais, donc vous êtes fait aider par ce formateur pour faire... Voilà, donc puis vraiment beaucoup de lectures, je regarde énormément de vidéos, je partage beaucoup avec mes collègues. Dès qu'un collègue fait quelque chose, maintenant ça y est, l'habitude est prise, il partage aussi. Donc c'est intéressant et ça s'est mis en place finalement relativement facilement. Voilà. Oui, donc maintenant il y a un beau travail d'équipe et vous avez eu le soutien du directeur? Oui, voilà. Immédiatement. Et puis en plus, on a été la première année, parce que justement je voulais qu'on évite ce côté apprenti sorcier. Et enfin pour moi les élèves ne sont pas des cobayes, donc et le but c'était vraiment de leur apporter quelque chose en plus. Donc surtout d'éviter une catastrophe pédagogique ou psychologique ou tout autre ordre. Donc on a été suivi par une chercheuse, Nathalie Cartière, qui travaille à l'IREDU à Dijon. Alors je suis en train d'oublier je vous l'enverrai si vous voulez rajouter pour le lieu exact où elle travaille, parce que ça ne serait pas lui rendre justice. Et donc, qui nous a suivis pour évaluer justement par rapport à une classe. J'avais 2 classes de 5e cette année-là, donc on a évalué, pas en termes pas seulement en tout cas en termes de réussite scolaire. Et voilà, donc ce qu'il en ressort, bon, c'est une très longue étude, mais ce qu'il en ressort, c'est que déjà il n'y a pas eu de dégâts supplémentaires faits par rapport à l'autre classe, donc ça c'est quand même très important. On n'a pas abîmé d'enfants. Et puis, il y a quand même des petits gains. Alors évidemment, c'est modeste parce que le panel d'expérimentation est très léger. On sait très bien que 28... Une année, c'est très court. Voilà, aussi. L'année, 28 élèves par classe, c'est trop peu. Il faut quand même... il faut au moins, je crois que c'est au moins 40 personnes le seuil scientifique. Mais bon, plus, c'est encore mieux. Donc voilà, on n'est pas tout à fait dans des conditions scientifiques... totalement conforme au protocole d'expérimentation scientifique, mais enfin on a quand même déjà une petite vision, et effectivement tout ce qui est estime de soi, confiance dans l'institution est un peu moins abîmé que chez les autres enfants. Non pas parce que les collègues abîment les autres enfants, et d'ailleurs j'étais professeure de l'autre classe, donc vous voyez. Système, pas les collègues. Mais voilà, et puis on a un petit peu contrebalancé ce sentiment normal de l'adolescence qui fait que l'estime de soi apprenant et la confiance en l'institution scolaire diminue un petit peu tout au long du collège. Voilà. Et donc ça, on a quand même... on n'a pas totalement annulé, évidemment, mais on a quand même réussi
voilà, atténuer un petit peu ce phénomène. Et si vous avez réussi à leur donner le goût d'apprendre, c'est un gain énorme parce que ça leur permettra plus tard dans leur vie d'adulte d'avoir envie, d'être enthousiaste, d'avoir envie d'apprendre plein de choses. Voilà, ça c'est très souvent dans l'équipe, on leur donne des exemples, des raisons de faire quelque chose qui vont au-delà du gain immédiat scolaire. Voilà, c'est pas je le fais pour faire plaisir aux profs et pour avoir une bonne note, pour faire plaisir à mes parents, même à si mon cette entourage. dimension existe évidemment, je veux dire, la dimension j'aime bien ce prof donc je travaille avec lui, ça existe toujours, c'est de l'humain, c'est du rapport humain, voilà, c'est quelque chose de normal, mais on essaie vraiment d'aller au-delà et qu'enfin ils comprennent que d'abord il y a plusieurs chemins pour arriver à un même but, donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi par le premier chemin proposé qu'on n'y arriverait jamais, et puis qu'effectivement ils puissent projeter tous ces apprentissages ou en tout cas ces démarches dans leur vie complète, quoi. Et donc, est-ce que vous faites encore quand même des évaluations, des contrôles, je ne sais pas comment vous les appelez? Bien sûr, pour l'instant, oui, nous sommes toujours ce genre de choses. D'abord, c'est important puisque c'est quand même des enfants qui sont appelés à réintégrer un système traditionnel. Donc, il faut aussi leur permettre que ce retour, parce qu'il peut y avoir pour des tas de raisons, on peut déménager, on peut... Voilà, et puis ça n'est pas un carcan, la classe innovante. Donc, on peut très bien aller en 5e, on n'est pas obligé d'y aller en 4e. Donc, il faut aussi... il faut permettre à tous ces enfants de réintégrer une classe à fonctionnement traditionnel sans traumatisme. Mais du coup, si on prend l'exemple d'une évaluation, l'enfant qui n'a pas tout réussi, comment vous exploitez derrière? Eh bien, alors, ça dépend vraiment des évaluations. Ça dépend du type d'évaluation. Est-ce que c'est une évaluation de connaissances? Est-ce que c'est une évaluation qui va nécessiter un réinvestissement, un déplacement, qui va être une situation complexe? Bon, voilà, ça dépend vraiment du type d'évaluation. Mais enfin, bon, je vais vous résumer, parce que je ne peux pas faire la totalité des situations, si on en aurait pour 3 heures. Mais c'est-à-dire que par exemple, on va pouvoir redifférencier sur des leçons ultérieures, par exemple, dans le contenu ou dans la démarche. Voilà. Et puis surtout, on essaie que dans ce qu'on rend aux enfants, ils comprennent le point qui n'a pas fonctionné. Donc, ce qui veut dire aussi que contrairement à une globale où on va par exemple avoir 12, on peut avoir des réussites très fortes et puis des choses complètement défaillantes. Donc là, tout d'un coup, regarde là, tu as très très bien réussi, je ne sais pas moi, je prends un exemple en français, à réintroduire le lexique qu'on avait étudié, mais en revanche, tu n'as pas fait de phrase. Donc comment on pourrait faire? Voilà. Et là, on va retravailler dessus derrière. Et puis, par exemple, ce qu'on fait aussi, alors, voilà, selon les évaluations, si c'est une question de connaissance, on va retravailler sur les méthodes de mémorisation. Si c'est vraiment quelque chose qui est dans une situation complexe, par exemple, je sais que par exemple en expression écrite, moi je leur fixe une priorité pour l'expression écrite suivante. D'accord. C'est-à-dire, là, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. On sait très bien que tu ne vas pas pouvoir toutes les travailler. Laquelle est la plus urgente et va te permettre de réussir les autres ensuite. Donc, par exemple, je vous donne un exemple de base. Tu dois faire des phrases qui commencent par une majuscule et se terminent par un point. À l'expression écrite suivante, ce point précisément est réévalué. Et par exemple... ça va faire un bonus, bon, c'est pas en termes de points, mais par exemple, je vais rajouter une compétence souvent qui sera une compétence d'autonomie ou liée à l'apprendre à apprendre. Et là, il va pouvoir valider une compétence comme ça qui, tout d'un coup, va être verte, même si par ailleurs, le reste n'est pas... D'accord. Et donc, vous évaluez des compétences par des couleurs, donc? Voilà, pour l'instant, c'est un système de couleurs, effectivement. D'accord. Voilà. Mais si un enfant n'a pas réussi, il a l'opportunité de réussir dans les semaines, dans les jours suivants ou les semaines suivantes. Alors, pas nécessairement sous la même forme, voilà. Mais de toute façon, tout est retravaillé et on réactive en permanence. Voilà. D'accord. Et autre chose par rapport aux évaluations, un enfant qui est en 5e, vous avez dit il n'est pas obligé d'aller en 4e innovante. Mais s'il le souhaite, est-ce qu'il peut le faire? Bien sûr. Alors, les enfants qui sont dans la classe innovante depuis la 5e sont prioritaires pour accéder à la classe innovante, à moins qu'ils ne se soient pas du tout saisis
On a eu le cas pour très peu d'élèves cette année. Alors, en fait, on en avait 28. Sur les 28, 25 souhaitaient aller en classe innovante en quatrième, donc c'est comme un joli plébiscite, je trouve. Et puis parmi ces 25, il y a 2 élèves qui ne s'étaient vraiment pas saisis de la classe innovante et qui finalement, malgré tout, ils ont avancé un petit peu quand même. Mais n'ont pas, n'ont pas cherché à modifier. Parce que ça, c'est ce que je leur explique. Je leur explique, nous allons faire avec vous tout ce qui est possible pour vous aider, pour vous donner des guides, des méthodes, des choses qui vont vous aider à aborder votre scolarité autrement. En revanche, il y a une chose qu'on ne pourra jamais faire, c'est entrer dans votre tête et le faire à votre place. Donc, si vous ne changez rien, rien ne changera. Ah oui. Donc, voilà, des enfants qui n'ont rien fait changer du tout, rien fait évoluer, etc. Voilà, on en a 2 qu'on n'a pas reconduits en classe innovante. Voilà. Et alors, je pense que là, on a bien compris le projet. Pour vous, de quoi un enfant a besoin pour bien grandir, s'épanouir, se construire? Vous l'avez déjà un peu dit. Oui. Je pense qu'il a besoin déjà de ne pas... Alors, il a besoin de stimulation, mais pas de pression. Je pense que c'est quand même très différent. Il a besoin d'être compris. Il a besoin qu'on l'aide à avoir confiance en soi, parce que souvent on lui dit prends confiance en toi, mais on ne lui donne pas les clés pour avoir confiance. Donc il veut bien avoir confiance en lui, mais si on ne l'aide pas à trouver des clés. Et il a besoin de pouvoir expérimenter. C'est pour ça tout à l'heure j'ai eu une petite hésitation quand vous m'avez dit sur les évaluations, parce qu'effectivement, donc on a toujours des évaluations classiques, mais plus j'avance en âge et en expérience, plus je me rends compte qu'en fait c'est un retour immédiat dont les enfants ont besoin. Et effectivement, le système évaluatif tel qu'il existe, et tel qu'on pratique toujours, y compris dans la classe innovante, pour des raisons institutionnelles et d'autres encore, c'est vraiment d'un retour... voilà, plus il a un retour rapide, plus il va pouvoir expliquer ce qu'il a fait qui n'a peut-être pas été adapté. Et c'est vraiment ça. Et maintenant, je pratique de plus en plus en expression écrite. Voilà, les va-et-vient. Alors, c'est pas forcément de l'enseignant de l'enseignant avec l'élève, c'est pas forcément que dans ce sens-là, mais ça peut être des enfants entre eux qui se guident, qui se disent mais où est-ce que tu en es de ton étape, qu'est-ce qui est prioritaire, enfin voilà, là vraiment c'est vrai que je pense qu'il a besoin ce qu'on appelle le feedback, mais plus vraiment que d'évaluation finalement. Qu'il y en ait de temps en temps des évaluations pour situer, c'est important qu'un élève se situe par rapport à un niveau général, mais je pense que vraiment dans le quotidien de la classe, ça serait encore plus efficace si on pouvait avoir ce système. Alors, pour le français, c'est peut-être pas faisable, mais plus compliqué par exemple en mathématiques, mais l'autocorrection. Voilà, autocorrection, tout de suite comprendre. Alors c'est pour ça que j'ai envie... Alors chaque année, j'apporte une nouveauté. Donc l'année prochaine, je pense que je vais essayer de fonctionner plus systématiquement. J'ai déjà fait un petit peu en ceinture, par exemple. D'accord. Et là, voilà, l'élève déjà apprend à situer son niveau. Moi, je peux commencer directement à la ceinture jaune ou non. Moi, je vais quand même voir si une ceinture blanche assure déjà. Enfin, je trouve que c'est intéressant. Et puis en plus, c'est l'enfant qui choisit le moment où il est évalué. Donc ça veut dire que de plus en plus, il a conscience de ce qu'il sait faire. Il est de plus en plus acteur de ses, acteur de ses apprentissages. Voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord. Et par rapport à la posture de l'adulte, parce que voilà, l'adulte, il a quand même une grosse place dans l'environnement. C'est certain. Pour vous, quelles sont les qualités vraiment importantes à développer quand on accompagne des enfants au quotidien? Mais je crois que je les ai résumées tout à l'heure, c'est bienveillance et exigence. Ouais. Mais une exigence qui soit, je vais me répéter beaucoup, mais vraiment empreinte de bienveillance, c'est-à-dire ne pas projeter déjà certaines choses sur un enfant, dire oui, il ne veut pas, il ne fait pas l'effort d'eux. Voilà, souvent un élève qui ne fait pas, c'est parce qu'il y a d'autres choses qui l'empêchent de faire. Et en même temps, avoir une forme d'exigence pour l'aider à se structurer, pour qu'il acquiert des méthodes et pour qu'il ait toujours envie d'aller plus loin. Parce que c'est quand même ça qui est intéressant dans la vie, c'est de dépasser un point où on en est arrivé à un moment. Et donc je pense vraiment que
Cet adulte, il doit être ces deux choses-là à la fois, et puis il doit être régulateur, animateur, c'est quand même lui l'adulte. Quand les enfants qui restent malgré tout des enfants sont dépassés par certaines émotions, par certains soucis relationnels, voilà, par des angoisses, par tout un tas de choses, il doit être là et il doit prendre des décisions parfois. Oui. Voilà. Autant il faut faire le plus de choses possible en accord avec les enfants et en tenant compte des enfants, mais il y a des moments aussi où l'adulte doit prendre des décisions dans l'intérêt des enfants. Oui, comme assurer la sécurité. Ça, c'est la première de toutes les choses, d'abord. Et puis, assurer aussi la sécurité affective. Voilà. Je trouve pas d'adjectif, mais enfin, apprenante, je dirais. Voilà. Comprendre qu'on n'a pas de risque à essayer, qu'on n'a pas de risque à se tromper, qu'au contraire, on va en tirer des choses encore plus intéressantes. Et voilà. Et du coup, quels sont vos projets dans les prochaines années ? Alors d'abord, étendre si possible sur les 4 niveaux le projet. Pourquoi pas s'aimer dans d'autres établissements. Et puis même à l'intérieur de mon propre établissement, c'est vrai que s'il n'y a pas forcément le projet tel quel avec toutes les composantes, mais si déjà il y a des petites choses qui peuvent se partager, ça serait intéressant. Et puis mes projets, c'est toujours apprendre. Je fais aussi de la formation auprès des étudiants de l'ESP, donc c'est vrai que je me dis, si on peut aussi partager avec des gens qui vont entrer dans le métier, c'est toujours intéressant aussi de leur montrer des approches autres. Et puis voilà, apprendre encore en ce qui me concerne, et puis partager aussi. Ça, c'est vraiment les grands projets. Et pour s'aimer dans d'autres collèges, vous avez déjà une petite idée ou... Alors moi, il s'est déjà passé des choses quand même. Nous sommes allés avec une de mes collègues de l'équipe il n'y a pas très longtemps, je ne connais plus la date exacte, enfin il y a environ un mois et demi. Nous sommes allés au salon de l'innovation à Besançon, où nous avons présenté le projet. Donc il y a quand même des gens qui se sont intéressés, qui nous ont posé des questions, etc. Donc voilà, l'occasion de salons pédagogiques, partager sur certains réseaux. Bon, j'en ai déjà partagé des choses. Je fais aussi partie du groupe et du Voices, je ne sais pas si vous connaissez. Et du Voices. Donc c'est pareil, c'est un groupe qui vise... Alors c'est pas un groupe qui veut faire concurrence à la formation académique, mais c'est plus qui a vocation à partager pour donner envie. Je dirais que c'est vraiment ça. On partage des expériences sur des sujets plutôt novateurs et sur lesquels un certain nombre de collègues se posent des questions en disant voilà l'expérience que j'en ai eue, je vous la présente. Est-ce que vous souhaitez vous l'approprier? Est-ce que vous souhaitez... voilà. Et si les auditeurs veulent vous contacter, est-ce que vous avez un site internet? Non, je n'ai pas de site internet, mais alors déjà pour tous les acteurs d'éducation nationale, je suis très facile à trouver puisque l'adresse académique, elle est très accessible à tous. Et puis les gens peuvent me contacter assez facilement dans l'établissement aussi. J'ai réussi à vous trouver, donc voilà, tout le monde exactement. Voilà, et puis c'est vrai que comme j'ai envie de partager, je suis prête à aller partir dans des rencontres d'enseignants un petit peu partout en France. J'aurais bien aimé participer à certaines manifestations cette année, mais bon, mes conditions d'exercice de cette année ne l'ont pas permis, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. D'accord. Alors, on va terminer l'interview avec un coup de cœur ou un coup de gueule, une citation et un livre qui vous a marqué. Alors déjà, le coup de cœur ou coup de gueule, vous choisissez quoi? Je préfère coup de cœur, j'aime mieux les choses positives. D'accord. Alors je dirais que mon coup de cœur, il va à la... on ne peut pas dire création, mais à l'initiative d'une collègue que je ne connais pas personnellement évidemment, qui s'appelle Françoise Cahen, et qui a fait qui a fait un Padlet avec les antiperles du bac. Et en fait, au lieu de recenser comme... j'avoue que humainement ça nous fait parfois rire, et on est humain, on n'est pas parfait, quelques énormités qu'on trouve dans les copies du bac de français, elle collectionne les jolies choses trouvées dans les copies d'élèves, donc je trouve que ça c'est une très belle idée. Voilà, et puis dans des coups de cœur, je crois que je pourrais en avoir quelques bonnes dizaines, parce que des collègues qui font des choses intéressantes, motivantes et stimulantes, il y en a quand même beaucoup.
Voilà. Et puis donc le livre dont je voulais vous parler, c'est celui qui s'appelle Les neurosciences cognitives dans la classe. C'est un ouvrage collectif de Jean-Luc Berthier, Grégoire Borst, Michael Desnos et Frédéric Guilleroy. J'espère que je n'ai déformé le nom d'aucun. Et donc c'est le groupe qui est à l'initiative des Cogniclasses et qui a fait un ouvrage, alors je dis ça vraiment avec respect, de vulgarisation de tout ça. Et je trouve que c'est très accessible et c'est très intéressant pour les collègues qui veulent commencer à faire des choses. Parce que d'abord, ils ne disent pas qu'il faut adopter tout un pack qui peut faire peur. Ils disent très clairement qu'on peut commencer par l'une ou l'autre des entrées et que c'est déjà bien si on commence comme ça. Ensuite, il y a des rappels scientifiques qui sont très clairs et très faciles à comprendre, puisque moi qui n'ai pas de formation scientifique, j'ai compris. Donc je pense que c'est un bon étalon. Et puis, qui donne des pistes très concrètes. Souvent, c'est ce qui fait peur aux collègues, parce que quand il y a des découvertes intéressantes qui sont faites, ils se sont dit, bon d'accord, c'est bien, c'est intéressant, très intéressant, mais comment je fais moi maintenant concrètement dans ma classe? Donc ça, c'est intéressant. Et puis je citerai encore une autre chose. Là, je suis en train de suivre un MOOC sur la société apprenante. Qu'est-ce qu'une société apprenante? Donc, coordonné par François Tadei. Est-ce que la plateforme, est-ce que c'est FunMOOC? Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est passionnant. Parce que c'est justement comment l'école en général, la société, l'enseignement, enfin tout ça vont muter pour qu'il y ait un partage des connaissances et dont on sait qu'elles ne sont jamais figées et qu'elles sont toujours à remettre en question, et comment on peut partager tout ce qui est intéressant, tout ce qui est étayé scientifiquement, tout ce qui fait vraiment avancer la transmission, que ce soit dans le cadre de l'enseignement traditionnel ou que ce soit dans toutes les situations d'apprentissage en général. D'accord. Voilà. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on termine? Alors, peut-être dire aussi que mon parcours professionnel a libéré aussi certains verrous que peut-être on rencontre chez certains collègues à innover et que je peux comprendre, que je ne condamne pas du tout. Mais c'est vrai que moi j'étais enseignante donc en premier degré et jusque-là, donc j'ai enseigné vraiment de la toute petite section maternelle jusqu'à la fin de la troisième. Je n'ai jamais fait de lycée jusque-là, on ne sait jamais. Et puis aussi le fait d'enseigner un petit peu à l'université et puis à l'ESP, ça me permet de voir quand même une large palette de besoins et de modalités d'enseignement, et peut-être que ça a aussi levé quelques barrières. Il y a des choses qui me font moins peur. Quand vous avez une classe de 4 niveaux, de la toute petite section maternelle à la grande section avec 33 élèves à faire tenir dans 25 mètres carrés, et finalement ça se passe très bien, ça libère des peurs aussi. Donc je pense que ça serait intéressant aussi que dans les réformes futures, il y ait vraiment cette possibilité, pas seulement d'échanger les uns avec les autres, mais d'aller se voir faisant les uns les autres. Parce qu'on apprend toujours quelque chose et parce que ça dédramatise bien des fantasmes aussi qu'on peut poser sur certaines pratiques, et on se dit ah mon Dieu, non, je ne peux pas faire ça c'est de la maternelle, je ne peux pas me baisser à ça, ou à l'inverse, mais ça c'est trop complexe, c'est pour des grands... Plus d'échanges, plus d'échanges entre les professeurs. Oui, et entre les différents niveaux, entre les différentes disciplines, entre le monde de l'enseignement et le monde extra-enseignement, enfin... Et entre le primaire et le collège aussi? Oui, bien parce sûr. Parce que je ne suis pas sûre que ça soit l'idéal au jour d'aujourd'hui. Alors ça se fait, mais bon, on a des contraintes matérielles très fortes. Dans mon établissement, il y a une excellente communication avec les enseignants du premier degré, mais malheureusement, pour des raisons de remplacement, des raisons extrêmement pratiques, qui ne relèvent pas d'une mauvaise volonté de qui que ce soit, c'est pas suffisant, quoi. Donc il y a encore plein de belles choses à faire. Oui, c'est bien. Je crois qu'on pourrait vivre au moins 3 vies d'enseignants avant de... Ce qui est bien, c'est que vous y croyez, vous y croyez, vous vous battez en tout cas. Ah oui, vraiment, l'enthousiasme est toujours là. Et je pense que justement, le fait d'être engagé dans des projets un peu nouveaux, ça régénère aussi. Oui. Ça régénère, et puis de se dire que
peut-être, alors après on verra au long cours, ce qu'on fait c'est un petit peu utile, c'est quand même bien. Oui. Pour votre besoin de reconnaissance, c'est sûr que ça nourrit ce besoin. Et puis parce que c'est comme métier, la gratitude de ce métier d'enseignant, c'est que souvent, pas toujours, on ne récolte pas nous-mêmes les fruits de ce que nous semons. Donc c'est parfois difficile. Et c'est vrai que de temps en temps, quand on met en place un projet très particulier, on perçoit quand même aussi des effets un peu plus visibles, quoi. Et les parents, je repars du coup, si vous avez encore quelques minutes. Les parents, du coup, comment, on n'en a pas beaucoup parlé, comment ils réagissent en fait? Est-ce qu'ils vous font confiance? Alors, ils nous font forcément confiance puisque c'est un acte de candidature pour postuler à cette classe innovante. Alors, je pense que la grande majorité des parents qui inscrivent leur enfant en classe innovante croient vraiment à ce projet. Donc ça nous aide aussi énormément parce que si et l'enfant y croit, et les enseignants, et les parents, ça a quand même plus de chances de fonctionner. Donc beaucoup de parents s'y investissent vraiment avec enthousiasme, quoi. Bon, il y a eu quelques malentendus, comme je vous le disais tout à l'heure, des parents qui pensent que peut-être on va faire un miracle pour leur enfant qui n'a jamais été performant à l'école. Malheureusement, nous n'avons pas de baguette magique, en tout cas pas sur un temps aussi court que l'année scolaire. Et puis parfois, voilà, des attentes très très grandes qui ne peuvent pas être entièrement satisfaites. Mais franchement, dans l'ensemble, les parents sont attentifs vraiment à tous les signes qui peuvent montrer que cette pédagogie un peu différente est positive pour leur enfant. Et ils répondent vraiment bien aux invitations. On avait fait par exemple une petite soirée sur comment aider son enfant à prendre les leçons. Ils étaient quand même très nombreux à être là. C'est des parents avec qui il y a beaucoup d'échanges sur l'espace numérique de travail. J'en rencontre beaucoup en tant que professeur principal. On a aussi un fonctionnement un petit peu différent. Je vous ai dit que j'en oublierais un. Mais du conseil de classe, par exemple. On n'est pas seulement dans le constat au conseil de classe. À chaque fois, dans les bulletins, on essaie de donner un conseil ou une priorité à l'enfant pour le trimestre suivant. On donne une place à l'élève aussi. C'est-à-dire qu'il a un petit endroit, il peut dire, bon, moi, voilà, au 2e trimestre, je m'engage au 3e, voilà. Donc, on essaie aussi que la relation, ça soit une relation plus étroite. Oui, et puis du coup, vous travaillez tous en équipe, les enseignants, les parents, les enfants, enfin, du coup, voilà, ça a plus de chances que ça fonctionne. Voilà. Et merci beaucoup. Je vous en prie, c'était un plaisir. Et à bientôt. Merci. Quand on a terminé l'interview avec Frédéric, elle m'a dit qu'elle était heureuse d'enseigner dans cette classe, que les enfants lui rendaient bien. Et je pense que voilà, ça s'est entendu pendant le podcast. Frédéric m'a proposé d'aller observer la classe de 5e à la rentrée. Donc comme je serai plus libre en semaine, voilà, je vais vraiment profiter de cette opportunité. Et peut-être que je vous ferai un petit retour sur ce que j'ai ressenti dans cette classe. À bientôt pour mon prochain podcast.